bonsoir à chacune et chacun. Nous espérons que vous allez bien, ça nous fait plaisir de vous voir assez nombreux, des générations différentes. On pourrait faire un match de football, hein, vous êtes assez nombreux. Cette deuxième soirée vibration avec mes collègues Anthony et Christian. On va pas brancher le micro. Je l'ai débranché plutôt, merci. Merci Nicolas, ça va mieux. Oui, soyez chaleureusement les bienvenus pour cette deuxième rencontre, soirée, vibration qui veut nous permettre de découvrir des personnalités. Nous sommes chacune et chacun hors normes et uniques, mais avec des parcours aussi très singuliers comme celui de Nicolas Mulnier, qui est un monsieur Champions League que nous avons la chance de rencontrer, d'accueillir et d'entendre ce soir. Un grand merci au Café Théâtre, à Nicolas Arche et à toute son équipe de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Hein. C'est vraiment plaisant, accueillant, chaleureux aussi, et c'est particulièrement bien adapté et bienvenue. Merci beaucoup Nicolas et à vous. Ces soirées, nous aimons qu'elles soient interactives, hein, comme le football. Alors on va vous inviter à participer, notamment à travers une démarche qui s'appelle la démarche Mentimeter, où vous allez à plusieurs moments de la soirée voir apparaître sur vos natels des questions et vous pourrez répondre. Et on verra les réponses qui vont s'afficher sur l'écran. Pour ça, vous devez scanner le QR code qui va apparaître sur l'écran. Monsieur Champions League, Nicolas Munier. Déjà un grand merci à toi parce que tout de suite, suite à notre invitation, tu as accepté. Et nous nous réjouissions vraiment beaucoup de cette soirée parce que il y a cet engagement dans un milieu qui est le plus huppé, le plus prestigieux. Hein. Pour un joueur de football dans une équipe, gagner la Champions League, mais c'est le rêve. C'est ce que chacune et chacun aimerait atteindre. Et en même temps, tu as des engagements humanitaires, solidaires, chrétiens, qui font comme un contraste en fait entre deux univers totalement, qui peut nous paraître totalement différent, et ça nous intéressera beaucoup de voir comment tu vis ces différentes dimensions et engagements. Alors bienvenue à toi Nicolas, et nous t'invitons à te présenter volontiers. Merci beaucoup, merci Stéphane, merci aussi à Christian et Anthony qui ont organisé cette soirée. On m'a demandé si c'était moi qui avais organisé la soirée, donc vraiment non, j'ai accepté l'invitation. Et c'est eux qui ont organisé cette soirée, qui ont fait tout le travail qu'il y avait là derrière. Donc déjà, merci à eux. Merci à vous d'être là aussi, dans ce bel endroit que je découvre. C'est magnifique. Bon, c'est pas la dernière fois que j'y viendrai. Et voilà, Nicolas Munier, j'ai 40 ans depuis cette année. J'habite à Erlach. Je suis à la base de Vevey, dans le canton de Vaud. Je suis marié avec Aude, qui est ici présente. Et puis, voilà, j'ai travaillé pendant une bonne grosse dizaine d'années dans l'événementiel sportif. D'abord à Lausanne, au Lausanne Sport. Désolé pour les fans de Xamax, je sais qu'il y en a dans cette salle, mais on va quand même passer une bonne soirée. Et puis ensuite à l'UEFA dans différents projets, donc voilà, peut-être qu'on parlera tout à l'heure. Sinon, je suis engagé à l'église de L'Abri, et puis actuellement pour une organisation humanitaire chrétienne qui s'appelle OM, c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est Opération Mobilisation, avec notre bureau à Neuchâtel et à Zurich. Voilà en quelques mots. Alors, merci, on t'a fait quelques surprises. Déjà, une première surprise, Christian qui a préparé un montage. Regarde où tu veux te mettre pour pouvoir bien le visionner. Merci Christian. Voilà. En fait, moi, Nicolas Munier, je ne connaissais pas du tout. Et puis, dans le concept vibration, j'ai un peu le rôle de celui qui cherche des informations sur Internet. Donc, j'ai du fil à retordre. Bon, après, on m'a dit où je peux aller un peu chercher. Donc, voilà, j'ai fait comme madame et monsieur tout le monde. J'ai été sur Google, j'ai mis des choses. Et ce que vous allez voir, il n'y a pratiquement aucune image que j'ai tournée moi-même. Donc, soyons clairs. Donc, c'est une visite d'Internet à mes côtés. Et il n'y a pas tout le parcours de Nicolas Munier. Parce que j'ai quand même contrôlé que je ne disais pas trop de bêtises. Donc, il y a certainement qu'il y aura 2-3 choses qui seront pas tout à fait exact, mais Nicolas, on le connaît surtout pour les finales Champions League. On verra dans le film qu'il n'y a pas que ça, mais il y a aussi tous les tournois de jeunes, les euros et plein de choses qui sont là. Donc là, ce que vous allez voir, c'est
le Nicolas Munier qu'on trouve sur Internet. Nicolas Munier, qui êtes-vous? Vous êtes un homme de terrain et d'engagement, originaire de Suisse romande. Passionné de sport depuis toujours, vous avez évolué pendant plus de 10 ans au cœur du football européen, au sein de l'UEFA, où vous avez contribué à l'organisation des plus grandes compétitions. Euro 2020 dans 11 pays. Finale de Europa League. Finale de Champions League. Vous avez organisé des matchs réunissant les plus grandes stars du ballon, comme Cristiano Ronaldo, ou encore le joueur de légende et entraîneur Zinedine Zidane. Des événements planétaires suivis par des millions de téléspectateurs. Mais c'est très étonnant, les médias parlent peu de vous, l'organisateur de Londres, qui fait vivre les plus grandes scènes du sport. Mais si l'on cherche un peu, on trouve un reportage intéressant sur Canal Alpha. Nicolas Munier y est présenté comme quelqu'un de très organisé, qui aime que tout soit parfaitement programmé. J'aime bien savoir, j'aime bien contrôler et j'aime bien organiser. Et là, il n'y aura rien des trois. Donc voilà, mais j'ai accepté cette émission aussi pour pouvoir grandir là-dedans et pour pouvoir essayer de sortir de ma zone de confort. On découvre un homme habitué à ce que tout soit parfaitement orchestré, mais aussi capable de lâcher prise. Tu l'as pas. Ça va? Ouais, non, c'est bon. C'est bon, tout est sous contrôle. J'ai demandé juste la VAR, il me semble qu'il y a eu un petit tacle. Et d'accueillir l'inattendu. Il est content. Mais votre parcours ne s'arrête pas au stade et aux grandes finales. Vous êtes aussi engagé sur le terrain, au plus proche des gens, actif dans l'association Sportnet, engagé dans des dynamiques locales et humaines. Pour vous, le sport, ce n'est pas seulement une performance, c'est un outil pour créer du lien, transmettre et faire grandir. Puis, il y a une autre facette. Plus jeune, on vous a aussi connu comme artiste. Vous avez exploré le slam, une manière de dire, de partager, de mettre des mots sur la vie. Comme si déjà, il y avait en vous cette envie de relier les mots, les gens et les expériences. Dans ma quête pour trouver des traces de vous dans les médias, j'ai découvert qu'encore aujourd'hui, vous continuez à jouer avec les anciens du FC Lausanne Sport. Vous êtes inscrit dans le contingent, à côté d'un certain Ludovic Magnin. Ce qui prouve que la passion du terrain ne vous a jamais quitté. Nicolas, vous êtes un professionnel reconnu, un organisateur de l'ombre, un homme engagé. Mais au-delà des événements, des projets et des responsabilités, une question demeure. Qui est vraiment l'homme derrière l'organisateur? Merci beaucoup, Christian. Magnifique. Ouais. C'est une première surprise, il y en a d'autres. C'est Anthony cette fois. Volontiers.
Bonsoir à tous. Alors Nicolas, moi, je te présente pas d'après ce que dit Internet, mais de ce que je peux dire moi, puisque tu es un ami depuis plusieurs années. Tu es aussi mon responsable à l'église. Mais j'ai de la chance parce que l'été dans les camps, c'est moi qui suis ton responsable, c'est toi le moniteur et moi le directeur. Donc voilà, on équilibre un peu la balance. Donc présenter Nicolas, c'est se demander un peu où commencer et puis quand terminer. C'est un gars complet qui fait plein de choses, et puis tout ce qu'il le fait à fond. Petite anecdote que j'aime bien raconter, quand on fait les camps de surf en été, j'aime bien me réveiller un peu plus tôt, de temps en temps, et puis aller surfer avant que le camp se réveille. C'est le moment où je suis tout seul. Et puis là, le matin, donc il est environ, je pense, 6h, comme ça, 6h30, je pars là du camping, je descends vers la plage, et là, la plage est vide, il y a juste un mec qui fait des allers-retours comme ça. Je me dis, mais qui c'est qui fait des allers-retours dans le stade à cette heure-là? Et je descends et je découvre Nicolas. Nicolas qui est là parce qu'un proche a perdu un objet et lui il veut le retrouver. Donc le soir avant, quelqu'un a perdu dans le sable, Nico il se réveille tôt le matin, il va chercher l'objet. Et Nico il fait ça dans tout. Dans tout il est à fond. C'est génial, vous jouez à un jeu de société, il est à fond. Vous jouez au football, il est à fond. Vous organisez un événement, il est à fond. Vous faites une soirée comme celle-là, donc je l'appelle, je dis hey Nico, est-ce qu'on pourrait t'inviter? Il dit attends, faut que je réfléchisse. Ok, je le rappelle, Nico, t'as une idée? Attends, je suis pas encore convaincu. Et pourquoi il hésite? C'est pas parce qu'il oublie et il repousse, c'est qu'il sait que s'il dit oui, ben, il va s'engager à fond. Et Nicolas, c'est un plaisir de te présenter comme cette personne qui est à fond, qui est engagée. Quand tu vises quelque chose, ben, tu vises vraiment le centre. Et travailler avec toi, collaborer avec toi, c'est vraiment un plaisir. Et quand je vois dans ta vie, un peu, parce que j'observe de plus en plus, et on se côtoie un peu plus, donc je vois toujours un peu plus, je me dis, bah, dans tout ce que tu fais, t'es comme ça, et t'es entier. Et c'est beau parce que je crois que c'est ce qu'on va découvrir de toi ce soir, c'est quand tu as bossé à l'UEFA pour organiser la Champions League, bah, tu étais à fond. Et quand tu viens à une soirée comme celle-là, bah, tu es à fond. Et puis quand tu travailles pour une ONG avec des grands défis, où il faut gérer un autre budget que l'UEFA, peut-être pas le même nombre de staff, pas peut-être la même notoriété ou le temps de préparation, et ben, tu es à fond. J'aimerais te remercier pour qui tu es, pour l'ami que tu es, mais pour aussi l'organisateur que tu es, et aussi pour ton humilité, parce que tu l'as dit aussi là, ben, quand on vise toujours les choses comme ça, ben, il y a aussi le penchant de ça. Et ce qui est beau, c'est que tu en es conscient et que tu travailles là-dessus. Et c'est vraiment un honneur de te présenter et de t'inviter ce soir. Donc voilà, Nicolas Munier, à fond avec nous ce soir. Voilà, à fond, on se réjouit beaucoup. Alors, pour commencer, c'est volontiers si tu nous partages un petit peu en quoi a consisté ton engagement dans le cadre de l'organisation de matchs de Champions League. Volontiers. On va parler de foot un peu, pas trop de moi quand même. Merci en tout cas beaucoup à ce qui a été préparé. J'étais surpris, je suis très touché aussi par ce qui a été dit. Je pense que voilà, à mon enterrement, je vous demanderai aussi de dire quelque chose. C'est super touchant que voilà, c'était vraiment, voilà, ça m'a touché. Merci infiniment. La Ligue des Champions, peut-être juste lever la main. Ceux qui connaissent la finale de la Ligue des Champions, en gros, de quoi on parle, juste qu'on sache à peu près quel type de public on a. Ok, ça roule, merci. Donc voilà, les clubs de foot, donc les villes, disputent chaque année la finale de la Ligue des Champions. Il y a toute une saison avant ça. Elle a chaque fois lieu dans une ville différente. Et puis, il faut organiser cette finale. Donc j'ai eu la chance, comme on l'a vu, de pouvoir l'organiser pendant plusieurs années de suite avec une équipe. Et j'insiste là-dessus, vraiment. Et l'idée, c'est de pouvoir coordonner l'événement pour faire en sorte que tout se passe bien. Finalement, comme une soirée comme celle-ci, mais avec un peu plus de monde et un tout petit peu plus d'argent aussi. Mais au final, le résultat qu'on vise, c'est exactement le même. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire d'abord dans des compétitions de jeunes, ensuite dans d'autres finales de Coupe d'Europe et ensuite au niveau de la finale de la Ligue des Champions de 2015 à 2018. Et après j'ai refait encore ça sur mandat pour le plaisir en 25 et puis cette année aussi qui va venir. Voilà. Joli. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à postuler? Quelles ont été les étapes pour finalement arriver? Parce que y a des compétences qui sont attendues. Et combien de temps il faut pour préparer, par exemple, une finale de Champions League? Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ce poste?
Alors, ce qui m'a amené à ce poste, peut-être vous l'avez découvert, c'est la passion pour le foot, avant tout. Donc, j'ai toujours aimé le foot et je crois que j'aimerais toujours le foot sous toutes ses formes. Et c'était mon rêve de pouvoir travailler là-bas. Donc, c'est aussi un encouragement. C'est un peu bateau, c'est un peu violent, mais il faut croire en ses rêves parce que souvent, quand même, ça peut marcher. Et c'est vrai que du coup, les étapes se sont faites petit à petit. J'ai d'abord commencé à travailler pour Lausanne Sport. Quand on travaille pour Lausanne Sport, on ne s'imagine pas nécessairement qu'on pourra, grâce au club, arriver en Ligue des Champions, mais finalement, ça s'est fait d'autres manières. Et puis, en fait, c'est vraiment la stratégie des petits pas. Donc, étape après étape, du travail bénévole, du travail de stagiaire, du travail pas toujours très reconnu. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation à devoir organiser des matchs. Ça se passe bien. Et puis voilà, on trouve que c'est ok, on a envie de continuer comme ça. Et puis j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là un directeur qui a vu en moi ce que je voyais probablement pas et qui m'a dit tu vas passer à l'étape d'après. J'ai dit non, ça va, c'est bon. Et il m'a dit si, c'est pas tellement négociable. Et puis finalement, un peu retrouvé là comme ça sur le devant de la scène à devoir gérer, ou plutôt dans les coulisses à devoir gérer ces événements. C'est comme ça que ça s'est fait, de devoir coordonner ces événements. Peut-être pour répondre à la question sur combien de temps, ça m'intéresserait de savoir, je sais pas si vous voulez juste dire comme ça, à votre avis, combien de temps avant est-ce qu'on organise une finale Ligue des Champions, juste à la semaine comme ça? 4 ans. 4 ans. 4 ans? Ça a lieu chaque année. 6 mois. 6 mois, 4 ans, 2 ans, une année, c'est 18 mois pour une finale. Donc 4 ans, c'est les euros qui ont lieu tous les 4 ans. Donc ça, en général, ça se fait sur 6 ans à peu près. Donc on commence 2 ans avant. Et les finales de Ligue des Champions, donc on parle, c'est un seul match, c'est environ 18 mois. C'est-à-dire que là, la finale qui aura lieu le 30 mai à Budapest, elle est quasiment déjà organisée. Il faut être plus dans le mode vraiment de délivrer. Et puis il y a déjà les visites qui se font pour la finale de la Ligue des Champions de 2027. Et il y a déjà les discussions qui se font pour 2028. Et en fait, ça va se commencer une année et demie avant la finale, de visiter le stade, de préparer déjà les infrastructures. Et ensuite, plus on se rapproche de l'événement, plus il y a de travail à fournir. Très bien, merci. Et puis, bien sûr, tu as côtoyé aussi des stars, des vedettes du football. Comment tu as vécu de te retrouver finalement dans ce milieu marqué par la compétition de très haut niveau, par l'argent, par des joueurs très prestigieux? Comment tu l'as vécu? Au début, j'avais quand même pas mal les étoiles dans les yeux. C'est vrai que quand on les voit à la télé, puis que tout d'un coup, on peut se retrouver à côté de Messi ou de Ronaldo ou d'autres joueurs, peut-être moins connus, mais tout aussi bons ou presque. On est un tout petit peu quand même surpris. Il faut quand même dire, je pense que si vous avez déjà rencontré des gens un peu connus, il y a quand même une aura qui se dégage de ces gens, quelque chose de particulier quand on les voit. C'est un peu la première impression. Finalement, l'autre impression, c'est de se dire qu'ils ne sont pas si différents que nous. Alors bien sûr, balle au pied, mais on va dire humainement, Messi, il n'est pas très grand déjà, et puis voilà. Mais je dirais que on voit aussi toute la pression qu'ils ont sur eux. C'est des personnes qui sont extrêmement concentrées, qui sont extrêmement professionnelles. Parfois, on peut avoir des images qui sont données par les médias, soit de quelqu'un de très gentil ou de quelqu'un de très arrogant. Et c'est souvent assez différent, la réalité, de voir que c'est juste des personnes qui essayent de faire leur boulot au mieux, qui ont des pressions. Un match, une finale avec les champions, c'est plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Donc selon ce que vous faites, il y a à peu près la terre entière qui le sait. Donc c'est aussi intéressant de voir finalement comment est-ce qu'ils vivent ça, et puis de se dire que peut-être que quand j'étais gamin, mon rêve c'était de devenir joueur de foot, et en les voyant de près, c'est plus nécessairement mon rêve. Merci. Et qu'est-ce que tu as retiré en quelque sorte de cette expérience pour ta propre vie? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau pour ton cheminement personnel? Je pense que travailler dans une organisation internationale, dans le foot ou dans autre chose, ça permet de rencontrer des cultures différentes. On était, je crois, plus d'une 50aine de nationalités différentes juste dans les bureaux à Nyon, à l'UEFA. Et puis ensuite, de pouvoir aussi travailler dans des pays différents. Et donc, on a vu un certain nombre de pays. Et le but, c'est de délivrer le même événement, avec le même standard, mais avec des cultures différentes. Organiser une finale de Ligue des Champions en Italie, en Allemagne ou en Ukraine, je peux vous dire que c'est extrêmement différent. Dans l'approche, même si on veut le même résultat, ça ne va pas se passer de la même manière. Et ça m'a appris, je pense, un peu la diplomatie, ça m'a appris de travailler avec des profils et des cultures différentes. Donc tout ce qui était interculturel a été pas mal développé. Et je pense que ça a aussi appris une certaine recherche de l'excellence et du professionnalisme. Il y a beaucoup de sérieux pour ces organisations d'événements. Et puis aussi un bel esprit d'équipe. Et puis,
puis, est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous partager? Expériences qui t'ont marqué, que tu as gardées? Oui. Je peux vous en partager 2-3 ici, puis on peut rester boire un verre après, hors scène, pour en partager peut-être d'autres. Mais il y a des expériences marquantes, alors des fois traumatisantes. On a eu parfois des situations assez difficiles à gérer. Mais dans les situations plutôt positives, après la finale de Milan à San Siro en mai 2016, le lendemain, ce qui se passait, c'est que les staffs en fait, qui avaient travaillé sur la finale avaient le droit de jouer un match une fois que tout le monde était parti, dans les vestiaires, avec les équipements, et on joue toujours la ville, le stade, et les clubs et l'UEFA. Donc vous pouvez imaginer un match qui est censé être un match amical, où vous mettez dans deux équipes différentes, pour ceux qui connaissent un peu, des gens qui travaillent pour l'AC Milan, des gens qui travaillent pour l'Inter de Milan, des gens qui travaillent pour la ville de Milan, mais avec des partis politiques différents, la Fédération italienne de foot, et puis quelques personnes de l'UEFA. Je pense que le match avait d'amical surtout le nom, mais on a eu beaucoup de plaisir à jouer sur ce terrain. On a fait la même chose à Cardiff, et puis là il y avait la sécurité qui était aussi. On avait fait des équipes différentes, et la police de Cardiff avait fait une équipe. On a eu pas mal de tensions avec eux dans l'organisation, et ils sont un peu pris leur revanche aussi sur le terrain. Donc ce genre de situation, on s'en souvient, on en rigole après, on mange quelque chose ensemble aussi. Sinon, je pense quelquefois d'avoir juste été là au bon ou au mauvais endroit. Plusieurs fois, ça c'est arrivé que finalement tout le monde se trouvait à quelque part et moi à quelque part d'autre, allez savoir pourquoi. Et puis ça m'a permis de me retrouver, par exemple à l'Euro 2016 quand la Suisse jouait, il y a Parmelin qui est arrivé tout d'un coup dans le garage, les VIP, et il a fallu lui montrer où était sa place. Bien, quand il y a la maire de Paris, c'était Hidalgo, qui veut venir au match, mais pas s'il y a un autre représentant d'un autre pays, ils ne veulent pas s'asseoir à côté. Donc on commence à discuter avec eux, on leur dit combien de personnes ils ont des gardes du corps qui sont armés, donc nous avec nos petits costards, on n'a pas grand chose à faire là-dedans non plus. Une fois j'ai dû surveiller un beamer, parce que personne ne voulait surveiller le beamer, tout le monde voulait aller voir l'échauffement, c'était au tout début que je commençais. Tout le monde se réjouissait de voir l'échauffement, puis en fait dans la salle où il y avait le beamer, est arrivée Shakira, voilà. Donc, parce que c'était la copine femme, je crois, de Piqué à l'époque, c'est la finale de 2015, et tout le monde était ailleurs, et elle est arrivée par une porte dérobée, donc je me suis retrouvé face à Shakira et sa horde de personnes qui l'accompagnaient sans trop comprendre ce qui m'arrivait. C'était marrant aussi. Donc voilà, ou les tirages au sort, quand on fait les tirages au sort aussi à Nyon, il y a toujours un entraînement. Alors, je réponds déjà à la question qui pourrait peut-être venir. Non, ils ne sont pas truqués. Non, les balles ne sont pas chaudes. Non, tout est fait sous le contrôle de l'huissier de justice. Et je l'ai vu de mes propres yeux, donc je peux vous le témoigner. Par contre, il y a toujours un échauffement. Donc, le président, le secrétaire général de l'UEFA vient avec des fausses boules et les faux noms des équipes. Et puis, il demande toujours à des personnes aussi de s'entraîner pour voir que tout fonctionne bien dans le système. Et je me trouvais dans la salle à ce moment-là, avec le secrétaire général de l'UEFA qui est un certain Gianni Infantino, qui est maintenant à la FIFA. On aime ou on n'aime pas, c'est pas une question de jugement de valeur, mais voilà, il m'a juste demandé de venir faire la personne qui était à côté de lui pour pouvoir faire le joueur qui allait ensuite parler pendant le tirage au sort pour tester les micros. Donc voilà, je me suis retrouvé aussi là. Donc voilà des petites anecdotes sympas comme ça. Merci beaucoup. C'est le moment venu pour un premier Mentimeter. Ça vous permettra de participer. On aime ce côté interactif. Tu y contribues aussi, Nicolas. Donc, merci, Christian. Alors, la toute première question. Donc, si vous n'avez pas encore scanné le code QR, vous pouvez encore le faire. Donc, la question c'est, quand vous pensez aux grands événements sportifs, à quoi pensez-vous d'abord? Et puis là, vous avez le choix, donc vous pouvez cliquer émotion, pression, star, spectacle. Et normalement, quand vous cliquez, après vous confirmez encore, et ça va nous permettre de voir dans la salle quelles sont les tendances. Et Nicolas pourra nous dire qu'est-ce que c'est pour lui en fait. Donc actuellement, il n'y a que 5 personnes, 10, 12, 13, 14. Je vais aussi le faire, hein, du coup. Je pense qu'il y a 24 personnes qui sont connectées, 17 qui ont voté. Il ne faut pas oublier de confirmer, mais on va aller avec cette question-là. Donc, pour toi, Nicolas, qu'est-ce que tu penses de ces résultats, puis comment tu te positionnerais, toi? Alors, par rapport aux grands événements sportifs, ça dépend toujours de quel côté on se met.
Je pense que du côté organisation, je mettrais la pression quand même en plus. C'est quand même dans tout ce qui est back-office, c'est quand même un gros morceau. Après, par exemple, pour les grands événements sportifs que je n'ai pas organisés, je mettrais quand même la dimension d'émotion. Je crois que c'est le premier. Hein. Ouais. Émotion aussi en premier. Pour moi, c'est quand même assez symptomatique de ces grands événements. On n'a pas toujours du bon spectacle, des fois, sur certaines compétitions, mais par contre, on a toujours des émotions. Du coup, on en fait vite une deuxième, et puis après, on continuera avec les interviews. Là, on est vraiment à la question d'organisateur, donc c'est un petit peu différent. Vous devez classer du premier au cinquième. Selon vous, c'est quoi le plus grand défi d'un organisateur d'événements sportifs? Le stress, l'imprévisible, la coordination, le spectacle, faire rêver les gens, gérer les stars, ou alors la sécurité? Donc, 12 personnes pour le moment ont réagi. Et on a une tension entre la sécurité et le spectacle. Tu nous donnes ton classement, Nicolas? Ouais, alors de mon côté, je réfléchissais en même temps. Je pense que du point de vue de l'organisateur, le défi le moins grand, on va commencer par le 6. Je dirais que c'est de faire rêver le public, en effet. C'est pas que c'est pas notre but, mais en fait c'est les joueurs qui doivent faire rêver le public. C'est eux qui ont le spectacle. L'organisateur, il doit pas faire rêver le public, il doit juste faire en sorte que ça se passe bien. Je dirais en 5, je mettrais prévoir l'imprévisible. C'est pas nécessairement un grand défi parce que en fait tout est tellement calculé et millimétré qu'on prévoit tout ce qu'on peut. Et de toute façon, ce qui est imprévisible, on ne peut pas le prévoir. Donc, je dirais qu'on doit vivre avec. C'est un peu comme le stress que je mettrais en 4. Gérer le stress, voilà, on est toute une équipe. On se rappelle régulièrement que notre rôle, c'est pas de sauver des vies, que le monde ne tourne pas autour du foot. Ça, c'est ma femme qui me l'a fait prendre conscience. Quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que voilà, quand je bossais à l'UEFA, je vais être honnête avec vous, j'avais l'impression d'être le roi du monde. Et après, vous parlez avec quelqu'un qui n'aime pas spécialement le foot, puis ça vous met assez vite les pieds sur terre. Donc, merci chérie. Et puis, du coup, coordonner des centaines de personnes, je pense que je le mettrais aussi en 3. Là aussi, il y a tellement de monde, il y a tellement d'aide, il y a la ville qui aide, il y a la police, il y a la sécurité, les pompiers. C'est plutôt d'avoir une bonne coordination entre tout ça, mais ce n'est pas notre unique responsabilité. Et puis les deux plus difficiles, les deux plus grands défis, en 2, je mettrais gérer les stars. Et là, c'est pas les joueurs, parce que les joueurs, c'est vraiment... Il faut imaginer qu'un joueur, il est dans une bulle, donc il est transporté de l'aéroport à l'hôtel au stade, et tout est tellement contrôlé, tout est tellement aseptisé que finalement, on a assez peu de contact avec eux, et puis on va pas commencer à jouer aux cartes avec eux, donc voilà, on continue à faire en sorte que ça se passe bien. Par contre, c'est de gérer toutes les stars qu'il y a dans les tribunes, donc beaucoup les politiques, les personnes qui pensent être des stars aussi, les personnes qui étaient des stars à une certaine époque et qui n'en sont plus mais qui veulent toujours les meilleures places comme si c'était toujours des stars, toutes les questions des amis de... Enfin voilà, ça c'est pas la partie la plus cool. Et puis le premier, c'est quand même assurer la sécurité. Là aussi on est beaucoup, mais c'est vrai que c'est un gros morceau. Voilà, on a plusieurs fois des situations quand même assez défiantes. C'est des gros événements, donc on sait aussi que c'est à risque. Avec les fans, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc je pense que c'est ce qui est un des plus gros défis. Magnifique. Donc notre public n'est pas trop mauvais, puisque ça ressemblait un peu à ton tiercé. On a entendu que tu pars la semaine prochaine, la semaine suivante, pour aider à organiser la prochaine finale. Ton rôle, ça sera quoi dans ces 7 choses? Tu vas surveiller un beamer ou bien il y aura autre chose? Normalement, j'ai une promotion, donc j'ai plus besoin de surveiller le beamer. Mais ça va être un peu tout ça. Je vais faire partie de l'équipe de Project Management, donc Venue Management, ceux qui gèrent vraiment le projet pendant ces 18 mois, ce que j'ai fait à l'époque. Et on a gardé des bons contacts aussi, on dira peut-être après pourquoi je suis parti, mais on a gardé vraiment une bonne relation et du coup ils ont plaisir, et moi aussi,
à ce que je revienne juste vraiment 10 jours avant l'événement et le temps de l'événement. Donc je vais aller là-bas et puis je vais aider un peu sur les différents éléments de la gestion de projet où soit j'ai des compétences ou bien soit là où il y a le plus besoin d'aide. Pendant qu'on préparait, tu as articulé un chiffre que j'ai trouvé hallucinant. Vous êtes combien au moment de faire le dernier check dans ce stade? Alors maintenant, je ne fais plus toutes les visites, mais à l'époque, pour une finale, donc sur 18 mois, il y a 5 visites de stade qui sont chaque fois une semaine. Donc en tant qu'équipe de gestion de projet, on va chaque fois faire une semaine là-bas. Et après, au début, on est assez restreint, on a une quinzaine de personnes, vraiment les gens qui gèrent le projet. Puis plus on va aller dans la visite, plus on va avoir des départements supplémentaires qui viennent se rajouter. Il y en a une trentaine de départements, peut-être même maintenant plus, donc ça va de la télé à la sécurité, en passant par les VIP, par ceux qui gèrent la nourriture, ceux qui gèrent les personnes à mobilité réduite. Et sur la dernière ou l'avant-dernière visite, on est environ une centaine de personnes à visiter le stade et on doit coordonner en fait, je ne sais plus combien de centaines de réunions sur 5 jours. Pour une finale à Milan, à San Siro, qui était une de celles où j'étais le plus impliqué, j'ai passé environ 2 mois dans le stade. J'étais célibataire. Merci Christian, merci Nicolas. Oui, quand on t'entend, on vise la perfection aussi dans l'organisation pour que tout se passe bien ou le mieux possible. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ce contexte et peut-être avec la pression qu'il y avait aussi de réussir le défi de l'organisation? Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ta place, à donner le meilleur de toi-même? Bonne question. Je pense que c'est de garder ma ligne, c'est de garder mes valeurs. Je suis arrivé là avec mes valeurs, donc je suis chrétien engagé. Et on m'avait donné un conseil, un ami à l'époque de l'église où j'étais à Vevey m'a dit, quand tu commences à un nouvel endroit, que ce soit une formation, un travail, dis direct qu'est-ce qui est important pour toi et quelles sont tes valeurs. Attends pas 6 mois, une année, que tu aies déjà bossé et tout ça, dis-le. Donc, sans le crier sur les toits, chaque fois que ça se présentait, je le disais. Donc voilà, je partageais mes valeurs, je partageais ma foi, je partageais ma droiture, donc je ne suis pas quelqu'un qui négocie tellement. Voilà, Anthony vous le dira, ou d'autres personnes, la flexibilité, c'est pas mon fort. Donc je garde vraiment une ligne, j'y vais. Et j'ai eu ça dès le début, et puis j'ai vraiment essayé de garder cette ligne. Alors je pense que ça m'a fermé quelques portes, puis ça m'en a ouvert d'autres. Donc ça m'a permis aussi d'être vu comme quelqu'un de clean, de quelqu'un de droit. Et puis on m'a fait confiance sur certaines choses. Et puis de venir avec en fait juste un état d'esprit reconnaissant. Pour moi, je faisais le plus beau métier du monde. Mais même ça, après tout d'un coup, 2-3 ans, on commence à se dire « Ah, cet hôtel, il est pas si bien. Oh, puis cette nourriture VIP, finalement, c'est pas terrible. » Enfin, on remet vraiment plus du tout les choses en perspective. Et puis, du coup, de se dire « Mais on est reconnaissant de ce qu'on peut vivre. » Et d'arriver avec un état d'esprit positif et aussi d'encourager. Juste d'encourager sans rien attendre en retour. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, pas que juste à l'UEFA, mais de manière générale, dans l'entreprise, dans le monde, je pense qu'on est appelé à vraiment encourager de bon cœur sans attendre quelque chose en retour. Et c'est vrai que dans beaucoup de grosses structures, si on nous dit quelque chose de positif, si on va souvent attendre quelque chose derrière ou qu'on va nous demander quelque chose, mais en fait de le faire juste de manière naturelle et désintéressée, ça a apporté quelque chose de vraiment différent. Joli. Je trouve particulièrement fort dans ce milieu de la compétition où le but suprême est de gagner, de pouvoir vivre aussi ces valeurs-là. Alors, il y a des passionnés de football, la plupart certainement, peut-être même tous. À quelqu'un qui est peut-être moins passionné de football, qu'est-ce que tu pourrais dire pour le motiver à regarder les matchs de Champions League au-delà de la beauté du football? C'est-à-dire que ton expérience pour l'organisation, qu'est-ce qu'elle t'a permis de découvrir qui fait que maintenant, quand tu regardes un match de Champions League, il y a quelque chose en plus qu'avant? Bon, alors pour motiver quelqu'un à regarder un match, il faut déjà qu'il ait un peu d'argent pour payer un abonnement, parce que maintenant tous les matchs sont payants quasiment, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais moi je propose qu'on aille voir un match ensemble une fois, à la télé, qu'on puisse regarder un match ensemble, parce que c'est vrai que le match de foot n'est pas toujours très intéressant. Contrairement à d'autres sports, c'est même parfois moins explosif ou moins interactif que du hockey sur glace ou d'autres choses comme ça. Mais par contre, quand on sait un petit peu tout ce qui se passe derrière, les humains qu'il y a derrière, l'organisation, voilà, moi je regarde maintenant des matchs, je vois des anciens collègues
dans certains de leurs rôles, ou bien je sais pourquoi ce sponsor il est là, ou cette télé elle est là, et ce genre de choses. Et ça c'est intéressant, en fait, ça permet de voir le match encore autrement. Si le sportif n'est pas intéressant, on a d'autres choses à regarder. Donc je sais pas si ici, et c'est très joli comme endroit, on pourrait une fois organiser une retransmission, et puis on passe encore une autre belle soirée ensemble. Joli. Merci. Le milieu de la Champions League, le milieu d'un engagement social, humanitaire, chrétien, ça paraît un contraste assez énorme, notamment au niveau notoriété, au niveau valorisation professionnelle, au niveau argent aussi, c'est des milieux quand même très, très différents. Comment tu as vécu ce passage d'un milieu où c'est de notoriété mondiale, tout le monde sait ce que c'est, ou la plupart, à un milieu beaucoup plus discret, simple? On se prend une bonne claque quand même, je pense qu'il faut le dire. C'est vrai que quand on est dedans, on ne se rend pas nécessairement toujours compte. J'avais beaucoup de gens qui m'appelaient quand je travaillais à l'UEFA pour, par exemple, avoir des billets. Je pensais que c'était des amis, mais quand maintenant je les appelle pour trouver des fonds pour mon ONG, ils ne répondent plus. Donc je pense que c'est quand même parfois, on parlait de l'intérêt qu'il peut y avoir derrière certaines demandes, ça m'a un peu rappelé ça aussi. Après, vraiment ce qui est important, moi j'ai sur le cœur de ne pas mettre ça en contradiction. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de quitter l'UEFA et puis de m'engager pour une ONG humanitaire, j'ai eu différents types de réactions. J'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah, c'est super, enfin tu quittes cette mafia, c'est génial ». D'autres qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous, c'est le job de mes rêves, comment je vais avoir mes billets ?» Et du coup, j'étais un peu là « Non, c'est bon ». Certains de mes collègues m'ont dit « Ah, tu quittes alors que franchement là, tu avais en plus une promotion, donc ton nouvel employeur, il doit te donner vraiment un salaire cossu ». Je lui dis « Non, mon nouvel employeur, c'est moi qui dois trouver mon salaire ». Donc ça a ouvert à des discussions déjà, donc c'était intéressant. Et puis vraiment pour moi, c'est pas mieux ou moins bien ce que je fais maintenant, c'est juste que c'est ce temps-là. Je crois qu'Anto l'a dit, je fais les choses à fond, et autant j'étais à fond dans le foot, et je le serai je pense toujours, autant je suis à fond maintenant pour cette ONG humanitaire, parce que c'est à ça que je suis appelé, et je le fais vraiment à fond et avec joie, et je continue de garder le contact dans les deux milieux. J'ai vu des humains et des personnes avec des valeurs incroyables dans le monde de l'UEFA, dans le foot, et puis j'ai vu des personnes pas toujours toutes recommandables dans le milieu chrétien aussi. Donc, juste de ne pas tirer des conclusions hâtives, on est humain avant tout, et l'important c'est pas ce qu'on fait, mais vraiment la manière dont on le fait. Joli, merci. Merci. Oui, dans ce sens-là, quelle influence ou comment ta foi, tes convictions contribuent-elles à faire des choix, à prendre des décisions qui sont effectivement peut-être pas toujours comprises, en tout cas dans l'exemple que tu donnes? Je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas nécessairement expliquer avec intelligence ou avec humanité, c'est plus quelque chose que je sens. Quand il y a quelque chose qui me travaille, et je me dis, ben voilà, c'est peut-être le temps est venu de passer à autre chose et de ne pas m'accrocher à ça et de voir qu'est-ce qui me motive en fait de rester, qu'est-ce qui me motive de rester si je continue à l'UEFA ou qu'est-ce qui me motive si je suis appelé ailleurs. C'est aussi d'écouter un petit peu ce qu'on me dit autour de moi. On a eu pas mal de discussions avec mon épouse aussi au moment de la transition, avec d'autres personnes aussi, et je pense de pouvoir transmettre ce qu'on a, nos valeurs. Je ne sais pas où vous en êtes, que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez en recherche, mais il y a quelque chose en général qui fait vibrer notre cœur, et de pouvoir transmettre ça, de pouvoir simplement être authentique, c'est une valeur qui est super importante pour moi. Des fois je suis un peu trop, mais de réussir à vraiment transmettre cela, peu importe où on est, et puis de pouvoir mettre en avant, pour moi c'est la confiance en Dieu, c'est ça ma valeur principale, la foi, et de pouvoir me dire que c'est pas parce que j'ai ça que ça va aller tout bien. C'est vrai que je suis super reconnaissant de ce que j'ai vécu, et je ne veux pas non plus idéaliser, j'ai eu des moments très difficiles aussi dans ma vie, et aussi dans ce cadre professionnel, mais je pense que c'est vraiment ce qui m'habite, ce qui me dépasse aussi, et puis d'essayer de rester connecté un petit peu à cet encouragement ou à ce qu'on ressent. Et évidemment, pour moi, il y a aussi la prière qui joue une place importante là-dedans. Merci pour ton authenticité, effectivement. On va passer à une deuxième étape de Mentimeter. Merci Christian. Alors, on va regarder laquelle on va prendre.
Ah, ça peut être intéressant. Donc, on nous a présenté Nicolas comme quelqu'un qui était à fond. Donc, selon vous, quelles sont les autres passions de Nicolas? La lecture, le farniente, les jeux de société ou le hockey sur glace, qui a dit qu'il était plus facile à regarder. Voilà, 17 personnes, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui connaît bien Nicolas. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur les jeux de société, mais ou nous rassurer, le farniente, ça existe ou pas? J'attends, ouais. J'aimerais bien le développer un peu plus. Je pense que j'ai un problème avec ça. Le farniente, je pense que ça me ferait pas de mal de temps en temps, mais honnêtement là, c'est un bon petit moment. Il y a 40 ans que j'arrive pas trop. La lecture, pareil, j'aime beaucoup, mais voilà, ça se met avec le farniente. Le hockey, je découvre, voilà, en tant que romance. Hein, j'ai aussi vibré pour vétérans, même si je suis plutôt LHC. Mais c'est en effet les jeux de société. J'aime énormément ça. On y joue beaucoup avec nos proches, nos amis, notre famille. On va chaque année au Festival international du jeu de société qui a lieu à Cannes, fin février, si jamais. C'est exceptionnel. On a tout plein de jeux aussi. On pourrait aussi faire une soirée jeux de société ici, dans ce bel endroit. Voilà, là, on voit du potentiel en tout cas. Et à tel point que oui, je le fais à fond. Donc il y a certains jeux auxquels je ne joue plus. Voilà. Tout simplement par sagesse. Parce que je sais que tous les jeux qui ont des zones grises ne sont pas pour moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une zone grise? Une zone grise, c'est quand c'est pas clair. Donc moi j'aime ce qui est clair, Ouais, ce qui est organisé, ce qui est structuré. Peut-être vous connaissez le jeu Le Mytho par exemple, où on peut un peu tricher mais pas trop, où certaines règles sont pas toujours très bien expliquées. Ça part toujours en cacahuète, alors toujours dans la bienveillance, mais en général voilà, j'y joue plus. On parlait de quand, avant on fait le jeu de la chasse et numéro, je sais pas si vous voyez ce que c'est, avec les dossards de différentes couleurs. Et puis là, il y a une règle qui fait qu'on peut plus ou moins se cacher avec d'autres, avec des éléments, voilà, mais pas toujours complètement très clair. J'ai joué la première année, maintenant les 4 dernières années, j'ai été officiellement nommé par moi-même arbitre, donc je ne joue plus, je regarde, j'arbitre, et puis voilà, je pense que c'est ce que l'expérience nous apprend. Magnifique. Là, vous avez une question où il faut un petit peu écrire, donc vous pouvez mettre plusieurs possibilités. Et l'idée, c'est de trouver quels sont les clubs que aime Nicolas. Local, hein? Donc le LS sera à fond. Ben, on te laisse répondre pendant que les gens mettent, peut-être. Ouais. Déjà, est-ce que tu aimes un club ou plusieurs? Ouais, alors j'en aime plusieurs. Il n'y a pas de club à FCR là, mais c'est des bonnes réponses. Oui, alors en tant que gamin, que vaudois, mon club de cœur c'est le LS, donc le Lausanne Sport, en effet. Et voilà, j'ai aussi pu travailler pour le club, maintenant je joue avec les seniors, donc voilà, je n'ai pas eu de niveau pour jouer professionnel, mais c'est un petit peu une carrière après la carrière. Je vois qu'il y a l'autre qui est en grand, c'est le Real Madrid, alors je vous informe officiellement que je ne suis pas du tout fan de ce club. Voilà. On a beaucoup travaillé aussi avec eux, parce qu'ils ont fait 3 finales de Ligue des Champions à la suite, où je les ai organisées. Et puis du coup, c'est vrai que dans les échanges qu'on a avec ce club, c'était animé. Donc voilà, je ne porte pas plus que ça dans mon cœur, mais je les respecte. Je ne crois pas qu'il y ait l'autre club, les 2 autres clubs que j'aime bien. FC Église de l'Abri, on devrait faire une équipe gentiment. Ah oui, il est écrit, c'est le FC Nantes, il est une fois. C'est un club que j'aime beaucoup depuis que j'ai commencé à suivre le foot. Alors ils vont sûrement descendre en 2e division cette année, une fois de plus. Mais quand j'ai commencé à suivre, ils étaient tout en haut du championnat de France, ils étaient demi-finalistes de la Ligue des Champions, avec Patrice Loco, Nicolas Wedek, Renat Pedros. Mais là je m'emballe, donc voilà. Et c'est vraiment un club qui avait vraiment une mentalité de jeu, un peu comme le Barça, mais avant le Barça, qui formait des jeunes, qui intégrait des jeunes, qui aussi donnait la chance à des joueurs moins connus. Et j'ai beaucoup apprécié ce club. Puis sinon, le dernier, je ne crois pas qu'il apparaisse non plus, c'est Dortmund, mais je ne crois pas que je le vois.
Voilà, en matière de... Parce que Nantes et Lausanne, malheureusement, ça me limite pas mal quand je vais voir des matchs de Coupe d'Europe ou même du vrai foot. Donc du coup, c'est Dortmund depuis aussi gamin, depuis l'époque Chapuisat, et puis j'ai la chance de pouvoir y aller régulièrement, enfin quelques fois au stade à Dortmund. Parfait. Stéphane, on a encore le temps pour lui? Ok, alors. Ah, là c'est une question, en fait, chacun doit y répondre pour soi. Est-ce que vous avez l'impression, cher public, d'être une personne de l'ombre? Oui, non, ou ça dépend? Et puis là, ben, on te laissera analyser les réponses puis dire qu'est-ce que tu en penses. Ouais, 17, je crois qu'on atteint un plafond. Ok. Donc c'est ouais, 2 fois plus de personnes de l'ombre que ça dépend. Et personne j'ai eu l'impression d'être une personne de l'ombre, il y en a 2 qui disent. Alors là, en ce moment, j'ai pas l'impression d'être une personne de l'ombre, mais parce qu'il y a de la lumière sur moi, et puis parce qu'on parle de foot et de ce que j'aime. Mais j'ai accepté, si j'ai autant réfléchi avec Anto, c'est parce que j'aime pas nécessairement faire ça. Et puis je découvre un peu en même temps que vous ce qui se passe ce soir, mais c'est cool, bravo encore à l'équipe. Donc oui, d'être une personne de l'ombre dans mon travail, surtout parce que notre but c'est justement qu'on soit le moins vu possible. Hein. C'est comme un bon arbitre de foot, on dit moins on le voit, meilleur il est. Peut-être référence au match d'hier soir. Mais du coup, si on ne nous voit pas, c'est qu'en général il n'y a pas de problème, et c'est que du coup ça se passe bien. Et c'est vrai qu'en tant que collaborateur de l'UEFA, notre rôle c'est aussi d'être le moins visible sur les caméras. Donc certains rôles, par exemple ceux qui sont entre les bandes des 2 équipes, qui s'appellent les VD, les Venue Directors, c'est eux qui gèrent vraiment tous les éléments qui se passent sur le match. Donc eux on les voit, vous les voyez régulièrement à la télé, derrière les changements. Quand il y a des changements, vous avez quelqu'un avec un costard de l'UEFA, souvent assis. Et puis vous en voyez quelques-uns aussi dans les tribunes VIP, quand il y a le président et tout ce qui est protocolaire. Mais tous les autres, normalement, vous ne devez pas les voir. En fait, le but c'est qu'on soit vraiment le moins visible possible pour que le travail se fasse bien. Et puis voilà, pour que ce soit le plus discret. Donc c'est eu arrivé aussi que des personnes, par exemple une directrice à l'époque, qui regardait après les rushs au niveau des vidéos et tout ça, et qui disait aux responsables de chaque équipe, là, on voit lui, on voit lui, ils ne doivent pas être là, il faut être plus dans les coulisses. Donc des fois, vous vous retrouvez, on était dans le tunnel des joueurs, par exemple une fois, ils n'étaient pas censés arriver si vite d'après la running sheet, d'après le planning. On s'est retrouvé avec mon collègue, on était en training, parce que voilà, c'était pas le jour du match, c'était avant, donc on était en training UEFA, et puis tout d'un coup on voit l'équipe qui débarque, donc on a dû se cacher derrière un backdrop un peu pour pas qu'ils nous voient, pour que la télé puisse les filmer. Après on ressortait directement avec le training, donc c'est aussi important d'être une personne. Merci. Christian. Voilà, on arrive gentiment aux dernières questions. Il y aura encore aussi l'occasion de poser les questions que vous souhaitez. Parmi les matchs que tu as organisés, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? Je réfléchis, il y en a plusieurs. Je sortirai peut-être 2. Il y a la finale de la Super Coupe à Tbilissi, en Géorgie. Donc la Super Coupe, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. C'était Barça-Séville 2015. Et du coup, stade et fédération qui n'étaient pas trop habitués à recevoir des gros événements. Donc c'était un beau défi, c'était chouette de bosser avec les Géorgiens. Et puis là, on a le match qui commence en fait à 22h au lieu de 21h ou même 20h à cause des décalages horaires. Et puis qui dure. Quand enfin on pense que ça va se finir, ça arrive en prolongation. Je ne sais plus s'il a fini au tir au but, mais en gros, le match officiel a fini à 1h du mat. Donc le temps que tout le monde ensuite, il y a la remise de la coupe. Ensuite, il faut aussi se rendre compte qu'il y a les interviews. Il y a toutes les VIP qui doivent encore boire un verre et puis repartir. Il y a tous les joueurs de foot qui n'arrivent pas à faire pipi, qui sont au contrôle antidopage, qui doivent faire pipi, parce qu'il y a toujours des tirages au sort pour savoir quels sont les joueurs qui ont le contrôle antidopage. Et avec tout ce qu'ils ont perdu comme transpiration pendant le match, ils boivent après, mais souvent ça prend du temps. Donc il arrive qu'on ait déjà éteint les lumières et qu'il y ait encore un joueur qui doit faire pipi pour avoir le contrôle antidopage. Et seulement une fois que ça se termine, on peut avoir un peu un débriefing, ou voilà, plus une staff partie, ou boire un verre avec ceux qui ont travaillé. Puis je crois que celle-ci, on a commencé à 3-4 heures du matin. Donc avec le décalage. Sinon, les matchs de junior, les matchs U17, U19, les euros, c'est absolument génial parce qu'il n'y a pas toute cette pression, il n'y a pas toute cette politique là autour.
Il y a des joueurs qui sont au début de leur carrière, qui sont passionnés, et de pouvoir organiser des matchs avec eux, ils sont beaucoup plus proches, beaucoup plus approchables aussi. On est dans les mêmes hôtels, on peut jouer au ping-pong avec eux, enfin, c'est aussi des belles expériences. Joli. Joli. Tu t'es engagé, Nicolas, pour favoriser le football lorsque ça peut, pour mettre en lien, pour se découvrir, pour la confiance des uns et des autres. Et puis de notre côté, on voit régulièrement, malheureusement, de la violence dans les stades. Quelle est ta réflexion par rapport à cet enjeu d'aujourd'hui? Elle m'attriste. Malheureusement, c'est un reflet de notre société. On le dit souvent, que aussi ce qui se passe sur un terrain ou la manière dont on réagit sur un terrain, ça montre un peu nos traits de caractère. Et je pense que dans les tribunes, c'est pareil. Il y a aussi tout ce qui est effet de masse, effet de foule. Il y a malheureusement beaucoup de violence, pas que dans le foot, mais aussi dans le foot et aussi dans le foot amateur. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficile de contrôler. Il y a de plus en plus maintenant de systèmes qui permettent d'éviter ça, qui permettent de traquer les ultras, qui permettent de traquer le racisme. Mais je pense qu'il y a encore énormément qui peut être fait à ce niveau-là. Et malheureusement, en fait, ça gâche vraiment l'image. Parce que derrière, c'est un peu comme... on dit qu'il y a de l'argent, il y a de la violence et puis il y a de la triche en gros. Donc c'est clair que c'est pas super vendeur. Alors il y en a, comme malheureusement dans beaucoup d'autres domaines, mais il y a aussi énormément de belles choses qui se passent. Je trouve de pouvoir mettre ça aussi en valeur, en avant, c'est aussi important. Merci. Si tu gagnais, Nicolas, la Champions League dans ta vie, qu'est-ce que ça signifie? Dans tes priorités, dans ce qui est essentiel pour toi? On a entendu la petite musique de la Ligue des Champions là, pendant le montage de Christian. Pour moi, ça c'est une musique qui fait vibrer. Je sais pas, il y en a d'autres, ça fait vibrer, il n'y a que moi. Il y en a quelques-uns. Petite anecdote, j'ai demandé ça comme musique d'entrée de mariage, mais il n'y avait que moi qui étais d'accord. Je trouve qu'elle allait bien pour une entrée. Par rapport à la Ligue des Champions, je pense que c'est surtout déjà d'être entraîné, je pense. Aussi entraîné à la vie, aux expériences, de savoir que pour arriver en finale des champions, il y a souvent des défaites, il y a souvent des échecs, de pouvoir s'en relever. Je pense pour gagner la Ligue des Champions, il faut être bien entouré, que ce soit sur le terrain, dans le foot, comme dans la vie, de s'entourer aussi des bonnes personnes, complémentaires, solidaires, parfois il y a un peu plus d'efforts à faire, parfois on peut être un petit peu plus en arrière. Je pense à la dimension du fair play, de l'éthique, pour moi elle est clé là-dedans aussi. Et puis de rester soi-même, avec ses valeurs, avec sa passion. On est obligé d'avoir de la passion, de l'envie et d'aller à fond. C'est vrai que moi, j'ai le cœur qui déborde pour plein de choses et on y va à fond. Et avec cette musique, avec ce coup, j'ai pu la toucher plusieurs fois et tout, mais finalement, c'est assez éphémère. Et même ceux qui gagnent la Ligue des Champions, ça va très très vite dans le foot. Et je pense de ne pas mettre trop d'importance là-dedans, mais de voir aussi quelle est ma Ligue des Champions. Moi, c'est plutôt le Seigneur, c'est plutôt de ne pas trop regarder en arrière, de regarder en avant, de foncer vers le but, et puis voilà, de faire confiance à Dieu et de voir ce qu'il a en réserve pour moi. Donc je ne connais pas le score final, mais je sais où tout ça finira. Merci beaucoup. La parole vous est donnée, profitez-en, c'est vraiment l'occasion. Toute question est bienvenue. Levez simplement la main. Bonsoir. Vous avez commenté un petit peu, vous n'avez pas trop expliqué le pourquoi vous avez décidé de partir au moment où on voit que l'UEFA, comme tu as dit, c'est magnifique, glorieux. Mais pourquoi il y a cette envie? Tu as expliqué un petit peu, ça peut changer, mais pourquoi on a envie de quitter un monde comme ça? Oui, volontiers, merci. Il y a eu plusieurs raisons. La première, je dirais que j'avais l'impression d'être arrivé à la fin d'un cycle. J'ai fait, je crois, 7 ans et demi à l'UEFA. Et puis, je sentais qu'il y avait autre chose pour pouvoir me développer. J'étais arrivé aussi, j'avais fait les finales de Coupe d'Europe. Ensuite, j'ai bougé à l'interne pour l'Euro 2020, qui était un gros projet. Donc, je m'étais mis dans la tête de probablement arrêter après 2020. Et ça s'est fait en 2021. Comme vous savez, avec le Covid, l'Euro a été reporté. Et puis, il y avait vraiment ce sentiment de me dire pourquoi est-ce que je continue ou pourquoi est-ce que je ne continue pas. Et je pense qu'il y avait quand même la dimension humaine qui était plus importante pour moi et la dimension de faire une différence. J'ai senti que j'avais pu faire une différence pendant ce temps-là,
pendant ces presque 8 années, et puis que j'allais plus nécessairement pouvoir, de un, me développer et utiliser mon potentiel. Comme dans beaucoup de grosses structures, c'est assez, on va dire on est un peu quand même dans une box, donc c'est assez cloisonné. Il y a peu de place pour développer quelque chose. Et j'avais besoin aussi de développer, je pense que je suis une personne qui est... J'ai pas besoin de changement, mais quand je vois que je ne sers plus à grand chose ou que je n'amène pas une valeur ajoutée, je préfère aller être utile ailleurs. Et puis, je savais aussi qu'il y avait, quand j'ai commencé, on était 400 à avoir postulé à ce poste-là. Donc je savais qu'en partant, il y aurait 500 personnes qui voudraient faire ce job, qui seraient à fond. Alors qu'aller là où je suis allé, je pense qu'on était, je ne sais même pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, ça c'est plus utile à ce moment-là de ma vie de pouvoir utiliser mes compétences là-bas, me développer, puis aussi utiliser ce que j'avais appris en fait pendant une dizaine d'années dans un autre domaine, dans un autre milieu, tout en gardant le contact. Et puis ce qui m'a aidé dans cette décision, c'est de discuter avec des gens de la cinquantaine, 55, des collègues et vraiment des gars qui ont connu l'UEFA quand l'Euro s'organisait à 8 et ils étaient là, ils disaient mais Nico, si tu peux, pars avant que ce soit trop tard, parce qu'arrivé à un certain âge, en fait, je pense comme dans d'autres jobs, tu restes parce qu'il faut rester. Tu as plus de passion, tu as plus d'envie. Et j'ai aussi vu, pour être honnête, comme on disait, il n'y a pas que du joli, j'ai aussi vu pas mal de personnes partir pendant mon temps où j'ai travaillé là-bas, très aigris, contre le système, contre la non-promotion, alors ça je m'en fichais un peu, mais plus contre certaines valeurs qui n'étaient peut-être pas toujours respectées, et puis aussi tout simplement burn-out. Donc il y a aussi une raison de santé, malgré tout. Le rythme de vie que j'avais n'était plus nécessairement conciliable avec les priorités de ma vie ensuite au moment où j'ai changé. Nicolas, je voulais savoir si l'UEFA peut intervenir par rapport aux arbitres, comme hier soir. Un Portugais, puis il y a beaucoup de Portugais au PSG. Oui, alors avec le football moderne, il y a maintenant beaucoup de nationalités dans beaucoup de clubs différents. L'UEFA intervient clairement au niveau des arbitres. Il y a donc un département arbitre à l'UEFA qui est assez conséquent, qui a d'une part le choix des arbitres. Donc il y a eu Pierluigi, je ne sais plus si c'est toujours lui, je devrais regarder, mais en tout cas Pierluigi Collina, qui était aussi responsable arbitre, ou à la FIFA, qui choisissent, qui évaluent les arbitres, qui regardent les notes qu'ils ont sur chaque match, qui regardent avec quel autre arbitre ils peuvent aller. Les arbitres viennent aussi s'entraîner à Lyon, donc on les voit régulièrement, donc c'est des athlètes. J'aime pas spécialement les arbitres, je ne suis pas en train de les défendre. Et malheureusement, le département, c'est pas le département le plus apprécié au sein du foot, mais il y a clairement un choix. Après, voilà, malheureusement, les règles sont ce qu'elles sont, les arbitres restent humains, même avec la VAR. Et puis, la manière d'intervenir, oui, ils vont pas pouvoir faire rejouer le match, parce que c'était pas non plus à ce point-là. Mais par contre, peut-être que cet arbitre ne va pas être remis tout de suite pour arbitrer Bayern. J'aurais une question un petit peu organisation comme ça. On a tous été très touchés au début de l'année avec le drame à Montana. On sait qu'on est tous on est dans un pays hyper organisé et tout ça. Est-ce que toi, tu arriverais à avoir un regard d'organisateur ou de faille là au milieu? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Où c'est que ça a péché, quoi? Ouais, alors je vais pas parler de ce que je connais pas. J'en sais pas plus que ce qu'on entend, ce qu'on a vu dans les médias. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites correctement dans ces dernières années, au niveau des normes par exemple, au niveau de la sécurité. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que si on a une ligne, une directrice, si on a des valeurs, si on a une droiture, de dire il n'y a pas de zone grise, on ne laisse pas passer des choses qui ne doivent pas passer. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je pense que ça n'arrive pas dans des telles proportions, ou alors il y a en tout cas des meilleures mesures d'évacuation. Je pense que voilà, ça peut aussi arriver dans des gros événements. On limite un maximum le risque, mais on sait que le risque zéro n'existe pas. Après, voilà, j'ai été très touché par cette situation aussi. Je crois que je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas. Voilà. C'est que ce que j'ai lu et honnêtement, ou entendu ou vu. Et j'étais pas là. C'est vrai que quand je vois certaines choses, je me dis mais comment c'est possible d'accepter ça? Et je pense que c'est peut-être un encouragement de se dire quand on passe pour quelqu'un d'un petit peu trop streng ou voilà, ou peut-être que maintenant en ayant bossé à l'UEFA puis en bossant sur des plus petits projets, c'est arrivé qu'on me dise non mais calme-toi Nico, c'est pas la Champions, ok, c'est juste un événement voilà, entre chrétiens et ça va bien se passer. Et puis de se dire en fait voilà, prenons autant de mesures qu'on peut sans rentrer dans la panique et puis ça limitera en tout cas le risque.
Pour les arbitres, hein, c'est fini ça. Je voulais savoir, dans ton nouveau travail, ton nouveau job, si tu avais un cahier des charges, beaucoup de charges, ou bien tu pouvais être un peu créatif. Merci pour la question. Je pense que j'ai demandé quand je suis arrivé où était le cahier des charges, et puis où étaient peut-être les concepts, les structures, et puis faute de ressources, il y avait beaucoup de ça qui n'était pas nécessairement encore créé, et c'est vraiment pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Il y avait un descriptif de poste, clairement, il y avait certaines tâches qui étaient à faire, mais on m'a assez vite dit c'est à peu près aussi comme tu peux, comme tu veux. Il y avait vraiment une grande liberté, c'est quelque chose de très positif. Et moi j'aime ça, donc du coup j'y ai mis plein de choses, probablement un peu trop de choses dedans au début. Et maintenant on a structuré, donc maintenant on a des cahiers des charges assez structurés, des concepts aussi, on a tous travaillé sur ça ensemble. J'ai à cœur de pouvoir montrer que avoir un certain professionnalisme est aussi possible et recommandable dans des ONG ou dans des églises. Bien sûr, il faut trouver l'équilibre, mais que ça apporte en fait une énorme liberté et puis aussi beaucoup plus de plaisir et de, on va dire, des bonnes limites aussi dans le travail. Merci pour votre témoignage. J'ai une petite question par rapport à votre parcours à l'UEFA. Vous avez fait 7 ans à l'UEFA, vous avez monté très rapidement les échelons pour arriver sur mon Head of Project Management, j'imagine. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous avez vraiment dû faire jouer des coudes pour pouvoir accéder à certains postes? On sait qu'avec l'UEFA, c'est assez politique, voire plus. Donc, est-ce que c'est grâce à vos compétences, que je ne mets pas du tout en doute, hein, félicitations pour votre parcours, mais est-ce qu'il y a un moment ou l'autre, comme dans d'autres sociétés, vous avez dû jouer un peu des coudes et puis peut-être voilà, marcher sur certaines personnes pour accéder au magnifique parcours que vous avez fait? Alors, j'ai pas été head of, hein. J'étais project manager sur certains événements. J'ai commencé comme assistant, ensuite monté comme coordinateur, et puis ensuite gestion de projet. Et après, il y a encore head of, maintenant il y a chief, directeur, et puis après, il y a, voilà, ça va encore plus haut. Donc, aussi pour remettre en perspective, on était une équipe. Alors, mon responsable direct, c'était le head of de tous les événements de l'UEFA. Et en fait, avec lui, on a lié vraiment une relation d'amitié. Il est maintenant responsable de l'équipe du Portugal, il a déménagé. Et puis, il a un nouveau projet aussi pour des choix humains. Et en fait, j'avais pas nécessairement envie d'aller plus haut. Et je pense que c'est ça qui l'a surpris. Il s'est dit, mais en fait, il gratte pas, il pousse pas. Et puis au contraire, j'étais bien dans mon Euro U17 à Malte avec personne qui m'embête. J'avais pas envie d'aller me faire engueuler par des directeurs voilà, sur une finale de Champions. Mais il m'a dit, vas-y. Puis en fait, on a eu cette dimension très humaine qui était, comme vous le dites, assez... ouais, c'est pas la norme, on va dire. Enfin, c'est vrai que c'est très politique. C'est, je pense, aussi une des raisons qui m'ont fait ne pas rester. Même maintenant, quand je parle encore avec des collègues qui sont là, oh là là, mais ça ne change pas. Et ça, de nouveau, je ne jette pas la pierre à l'UEFA. Je pense que toutes les grosses structures, ça marche un peu comme ça. Donc, au bout d'un moment, je n'avais jamais eu cette vision carriériste. J'avais juste du plaisir à gérer les événements. Et puis, j'ai vu des gens un peu poussés. Et puis, ça a marché. Donc, ça ne donne pas toujours des bons messages. J'ai été parfois un petit peu découragé quand j'ai peut-être pas eu la promotion aussi vite que prévu. Et puis, comme dans beaucoup de structures, vous devez d'abord faire vos preuves, puis après vous avez la promotion plutôt comme une récompense que comme un titre sur lequel on vous juge. Donc justement, en parlant de garder ses valeurs, j'essaie de réfléchir pour ne pas dire d'ânerie, mais je ne crois pas avoir poussé qui que ce soit ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le principal reproche qu'on m'a fait pendant 8 ans, c'était « t'es trop gentil, tu vas te faire bouffer ». Et puis, je suis resté, j'espère, gentil, peut-être un peu moins. Je ne me suis pas fait bouffer. Mais c'est clair que si j'avais voulu aller plus haut, ou responsable, head-off ou directeur, je pense que j'aurais dû être moins gentil. Peut-être encore une dernière question. Je voulais savoir, avec tout ce que tu as déjà fait, tes compétences, si tu n'aurais pas une fois envie de te mettre à ton compte pour un job qui te boosterait, qui tirait.
fait vibrer. Il fait vibrer. Voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Aujourd'hui, on me demandait ce que je ferais. Moi, c'est voilà, un endroit comme ça, je ferais un tiers match de foot, sports bar, un tiers jeu de société en échange, puis un tiers partage, échange, de l'évangile ou quoi que ce soit. Ça, ce serait, aujourd'hui, si j'avais pas besoin d'un salaire, je pense que c'est ce que je ferais. J'y réfléchis sans y réfléchir parce que quand l'UEFA m'a proposé après de revenir, j'ai dit non, j'avais vraiment pris une décision ferme. Et puis après, ils sont revenus en me disant, mais tout d'un coup, est-ce que pour un événement, 2 événements, 10, 15 jours par année, tu peux revenir? Puis j'ai découvert ça en 24, j'ai fait ça en 24, 25, 26, juste sur 2 à 3 semaines. Et c'est vrai que j'ai découvert ce rôle un peu de consultant, de freelancer ou d'indépendant. Et ça me titille. Je me dis, mais en fait, on pourrait venir là sans avoir toute cette structure politique derrière, d'apporter ce qu'il y a à apporter, puis de pouvoir autant servir dans le foot que dans d'autres projets. Donc, pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci pour vos questions qui permettent de compléter, d'enrichir aussi le témoignage, le partage. Une surprise supplémentaire. T'es prêt? T'es prêt à fond. Toujours à fond. Anthony, volontiers. Je me suis dit, voilà, même moi aussi, c'est une surprise. Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors, je sais pas si vous avez vu, on a plein d'objets sur les armoires qui sont à votre gauche. Au début, on vous a posé cette question sur Menti. En fait, quels sont les objets que Nicolas a amenés? On lui a dit, écoute, amène-nous 2-3 trucs, c'est un peu notre. C'est un truc qu'on aime bien faire au Soirée Vibration, c'est voilà. Amène quelques objets, puis on les met dans une sorte de vitrine. Et la question là, c'est un peu de savoir, à votre avis, quels sont dans tous ces objets ceux que Nicolas a amenés, donc pas ceux qui sont là. Hein. Ça, c'est de toute façon Nicolas qui a amené. Il a plein d'anecdotes sur tout, mais c'est sympa parce que je sais pas où on est le timing. On est bien dans le timing. On est bien dans le timing. Le match n'est pas fini. Voilà, comme ça, on peut un peu réagir sur un des objets peut-être. Donc Nico, je te donne direct ton micro. Et puis peut-être, je peux piquer. Ah bah c'est bon déjà. Ok, alors. On a encore 10 personnes qui peuvent répondre. C'est juste ça? Oui, c'est juste. Mais moi, j'ai pas répondu. Et comme ça, on voit un peu en tout cas. Alors, ceux qui sont devant en ce moment, c'est le maillot de l'Allemagne, le carton rouge. Alors, le maillot de l'Allemagne qui prend le devant, donc tu peux sortir le maillot de l'Allemagne. Alors, le maillot de l'Allemagne, oui, c'est en effet à moi. Bravo pour ce point deviné. C'était une petite feinte, parce que j'ai surtout travaillé pour les clubs et pas pour les équipes nationales. Quand on travaille pour une finale, on travaille aussi toujours avec la fédération du pays. Donc, si la finale a lieu à Berlin, par exemple, on travaille avec la fédération allemande. Et du coup, souvent, quand ça se passe bien, ils vous offrent un petit cadeau à la fin. Voilà, si vous l'avez montré de ce sens, vous auriez vu que c'était pour moi. Ils étaient tout fiers parce qu'ils venaient d'être champions du monde, donc ils ont le logo ici. C'est en 2015, ils avaient gagné en 14, si je ne dis pas d'ânerie. Ok, donc comme vous avez trouvé, deuxième, le carton rouge. Alors, très bien, je vais l'empêcher Pascal. Donc il y a un carton rouge, est-ce que c'est toi qui as amené ça? Alors non. Voilà, donc explication. Ok, il y a une anecdote là derrière, je crois que... Allez, vas-y, on sait que tu avais envie. Alors, c'est un carton rouge que j'ai reçu à une animation avec des jeunes. On a fait. J'ai reçu. Ouais, je l'ai reçu, on l'a signé. Ouais, non, on ne me l'a pas donné. Donc, on a fait du basket en chaise roulante. Et puis, l'entraîneuse de cette équipe de basket de Delémont n'était autre que Nicole Petigna. Et puis, Nicole Petigna, donc première arbitre féminine à arbitrer pour les hommes. Puis, elle nous a donné ce carton rouge qui est signé. Et puis, il est posé comme ça sur mon bureau. Puis, ben voilà, quand je me dis, on va parler foot, je vais prendre mes reliques. Le micro se... Ah ouais. Et puis il y en a un autre qui est quand même sorti, c'est ce t-shirt du LS. On aimerait quand même avoir l'anecdote de ce t-shirt du LS. Ok. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ce t-shirt. C'est vainqueur de la Coupe de Suisse 2010. La dernière fois qu'ils ont fait champion. We Are Champions derrière, avec la finale à Bâle en 2010. Est-ce qu'il y a des équipes? Je crois que les gens ont vite oublié. Ouais. En fait, c'est la dernière fois qu'ils ont joué la finale de la Coupe de Suisse, mais ils l'ont perdu. Et en fait, on travaillait pour Lausanne Sport à l'époque, et ils étaient en Challenge League, c'est l'année où ils sont remontés. Ils jouent Bâle de Shaqiri en finale, à Bâle en plus. Et on organisait la finale, enfin on organisait tout le déplacement de Lausanne. On était avec les responsables du club, donc là on était genre 3 pour tout faire. Et on s'est dit,
peu de temps avant la finale, mince, s'ils gagnent, on n'a rien. Et du coup, c'est vrai qu'on n'était pas très optimistes. J'espère que les joueurs l'étaient plus. Donc on a encore eu des joueurs à la veille qui nous appelaient. Bon, on était en mode très famille. Et du coup, un collègue a été acheter quand même du champagne. Je sais plus trop où c'était, à Bâle, quoi, juste avant. On dit, bon, on prend quelques bouteilles, mais on enlève tous nos trucs du LS pour pas qu'on nous voie en disant, ah, les Lausannois, ils vont déjà acheter le champagne pour la finale qu'ils vont pas gagner. Puis quelques jours avant, notre graphiste, on lui a dit, fais-nous quelque chose. Mets un graphique comme quoi on gagne la finale, le We Are the Champions, et puis on en a pris 30 quoi, pour les joueurs et le staff. On a pris 6-0 en finale, donc les joueurs n'ont jamais vu ces t-shirts, mais en staff on s'est dit, franchement c'est un bon petit souvenir. Personne va se souvenir qu'on avait perdu cette finale, alors je ne l'aimais pas quand même. Mais voilà, et quasiment chaque finale, vous pouvez savoir en Ligue des Champions, vous voyez toujours les t-shirts avec les vainqueurs directement après. Faut vous dire que l'équipe qui a perdu, ils ont aussi un carton avec leur t-shirt dans le vestiaire. Voilà, si vous aimez le risque, vous pouvez louer le t-shirt et courir dans balle. Ça se fait. C'est un sport. Et une dernière, je pense qu'elle est quand même sympa. Ils ont mis les ballons. Je crois qu'il y a un ballon là qui est assez particulier. C'est pas juste. Enfin, oui, c'est un ballon, mais. Oui, alors c'est des ballons de match en fait. Les deux, c'est des ballons de match. Et puis, j'en ai un certain nombre à la maison. Heureusement qu'il y a les armoires qu'on est dessus et puis que j'ai pu avoir cette place. On a le ballon de la finale de la Super Coupe, justement dont je parlais, Séville-Barça, 2015 je crois. Ouais, c'est ça qui est ici. Et le ballon de la finale de la Ligue des Champions à Kiev, Real Liverpool. Quand je dis le ballon, il faut aussi imaginer qu'il y a plus d'une, je pense qu'il y a 25 ballons environ pour une finale. Il n'y a pas qu'un seul ballon avec lequel elle est jouée. C'est 25 ballons, ou peut-être même plus maintenant, qui sont gonflés, qui sont contrôlés par l'arbitre, qui sont donnés aux ball boys, donc les enfants qui sont autour, pour distribuer. Donc certains de ces ballons sont même jamais utilisés pendant la finale, mais ils sont prêts à être donnés. Et puis à la fin, ils sont récupérés par le head-off et puis distribués à certaines personnes qui ont eu un rôle considérable sur la finale, surtout au niveau du temps consacré ou alors au niveau politique. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu les souvenirs que j'ai gardés de l'UEFA. Je ne joue pas avec cela, mais ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Et puis, je peux dire que j'ai touché un ballon d'une finale de Coupe d'Europe, donc c'était ma seule chance de le faire. Avec les mains. Avec les mains. Cool, merci Nicolas pour ces objets. Enfin, je vous encourage vraiment, moi je connais bien Nicolas, mais profitez à la fin, restez, échanger avec lui. Il y a plein de trucs qu'il ne dira pas ici avec le micro, mais c'est trop drôle comme ces anecdotes. Je pense que les jeunes, il y a plein de questions que vous avez que vous n'avez pas posées. Allez lui poser à la fin par rapport à des joueurs, le rugby, comment ils sont, est-ce qu'ils sont pénibles, est-ce qu'ils sont vraiment très forts. Voilà, osez en tout cas Nicolas, côtoyer plein de monde et ça c'est génial. Merci beaucoup Nicolas et merci d'avoir participé à ce petit jeu. Merci beaucoup. La finale, Paris Saint-Germain, Arsenal, ton pronostic. 3-1 Paris. 3-1 Paris. Voilà, on va s'en souvenir. C'est pas vraiment ce que je veux. C'est ce que tu ressens. Oui, juste quelques mots pour te remercier chaleureusement de la part d'Anthony, Christian et moi-même. C'était vraiment un grand plaisir de t'interroger, d'échanger avec toi. Ton humilité, ton humanité et les valeurs qui sont les tiennes, on sent qu'elles te font vibrer. Et je trouve que dans la manière dont tu nous as partagé ton témoignage, elle ressort particulièrement. Donc merci beaucoup de ce cadeau que tu nous as fait. Je vous invite à l'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup à l'équipe vraiment d'organisation. Il y a une prochaine soirée en septembre et je vous encourage vraiment à venir aussi. Et c'est vraiment chouette. Je découvre cette soirée en même temps que vous. Christian, il y aura une signature sur le maillot. Ouais, volontiers. Oui. Voilà, on est une région viticole. Il faudrait qu'on t'offre du vin de Villois. Mais je me suis dit, voilà, c'est européen, donc on peut prendre du vin espagnol. Mucho más. Mucho más. Encore plus. Donc merci. Vraiment. Et puis voilà, il y a la référence de...
Voilà, oui, un grand merci encore une fois au Café Théâtre de nous avoir permis de vivre cette soirée dans ces conditions-là. C'est vraiment le top pour nous. Merci beaucoup. Vous êtes invités à prolonger, à aller consommer au bar. La consommation est offerte. Et bien sûr, à vous approcher de Nicolas pour échanger, poser vos questions et écouter d'autres anecdotes, bien sûr. Ce dimanche, ici même, il y a une manifestation, un concert, un spectacle qui s'appelle L'Arbre à nuages. Voilà, vous l'avez sous les yeux, qui est un conte musical à 17h. Ça vaut vraiment la peine de venir. C'est donc ici même ce prochain dimanche. Et puis la conférence suivante, on a aussi beaucoup de chance parce qu'on aura Adamara, vous la connaissez probablement, une politicienne engagée avec aussi beaucoup de valeurs qui est devenue aumônière, accompagnante spirituelle. Elle viendra le jeudi 8 septembre. Le lieu sera encore à définir et on espère vous y rencontrer. Voilà, nous arrivons à la fin. Alors, un bon match pour la suite de ton cheminement. Nicolas, bonne soirée à vous et merci beaucoup d'être venu.